Brossard. Bonjour Pierre Jacquemin. Merci d'avoir accepté mon invitation. Yann, tu es adjoint à la maire de Paris, mais tu es surtout en ce moment le directeur de campagne de Fabien Roussel, candidat communiste à l'élection présidentielle, une candidature qui fait parler, une candidature très commentée, notamment à gauche, on va y revenir. Mais d'abord, aujourd'hui, c'est une journée historique de mobilisation de la communauté éducative, enseignants, parents d'élèves, CPE, presque tous les personnels de l'éducation nationale se mobilisent aujourd'hui pour dénoncer la stratégie sanitaire du gouvernement et notamment de Jean-Michel Blanquer et de sa politique. Les motifs sont nombreux, toi-même tu es enseignant de profession. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'une telle journée de mobilisation? Une mobilisation, je l'ai dit, inédite, avec de très nombreuses écoles fermées. D'abord, il y a deux choses qui me frappent beaucoup. La première, c'est la très grosse mobilisation des enseignants. On parle d'un nombre absolument énorme de grévistes. On n'a d'ailleurs sans doute jamais vu ça depuis le début du quinquennat. Et puis deuxièmement, une solidarité très importante des parents d'élèves qui se manifeste très largement. Donc, ce que j'en attends, c'est d'abord une grosse mobilisation et je l'espère, une prise de conscience du gouvernement qui soumet les parents, les enseignants et les enfants à un véritable chaos. Mais je crois d'ailleurs qu'au-delà de la question de la crise sanitaire, ce qui se joue, c'est le sort qui a été réservé à l'école depuis le début de ce quinquennat. La stratégie du gouvernement qui a consisté à maintenir coûte que coûte les écoles ouvertes depuis le début de la crise sanitaire, c'était la bonne option? Moi, je ne suis pas favorable à la fermeture des écoles. Je pense qu'il faut maintenir les écoles ouvertes. Simplement, le problème qu'on a à chaque fois d'ailleurs avec ce gouvernement, c'est qu'il nous oblige à choisir entre la peste et le choléra. Soit on laisse les écoles ouvertes dans des conditions déplorables, soit on les ferme, ce qui pose d'autres problèmes. Non, on doit pouvoir maintenir les écoles ouvertes dans de bonnes conditions, et c'est la question qui doit se poser aujourd'hui. Comment on fait en sorte que les écoles puissent rester ouvertes sans pour autant poser de problèmes sanitaires? Et donc ça suppose des capteurs de CO2 dans l'ensemble des classes. C'est trop facile de rejeter la responsabilité sur les collectivités locales comme le fait le gouvernement aujourd'hui. Ça suppose d'embaucher, parce que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on manque considérablement de remplaçants. Bref, ça suppose d'y mettre les moyens, et c'est ce que le gouvernement ne fait pas. Revenons à la campagne électorale, votre campagne, celle des communistes. Certaines des dernières positions de Fabien Roussel en ont dérouté plus d'un à gauche. Dernier exemple en date, une phrase qui fait polémique. Il a dit sur France 3, un bon vin, une bonne viande, un bon fromage, c'est la gastronomie française. Je sais ce que tu vas me répondre et je suis d'accord avec toi, la polémique est totalement absurde. Mais comment est-ce que tu comprends, comment est-ce qu'on peut comprendre que ces propos dans la bouche de Fabien Roussel suscitent peut-être une forme de suspicion de je ne sais pas quoi? Il a été taxé, on l'a vu, dans bien endroit de racisme, de suprémacisme blanc. Pourquoi il y a une telle suspicion après avoir déclaré des propos qui ne sont pas effectivement très... Ça n'est pas à moi d'expliquer la dinguerie des autres. Cette polémique, elle en dit moins sur ce que pense Fabien Roussel que sur ce qui est dans la tête de ceux qui le critiquent. Ce que dit Fabien Roussel, c'est ce que la gauche a toujours défendu. L'idée que, d'abord, l'alimentation est un grand sujet. Vous savez d'ailleurs, celle qui m'a sensibilisé la première à ce sujet, c'est quelqu'un que vous connaissez bien, c'est Isabelle Laurent, qui avait écrit un excellent article dans la revue du projet du Parti communiste il y a quelques années. La question de l'alimentation, la question de la bonne bouffe, l'idée que ça ne doit pas être réservé à une infime minorité de privilégiés, c'est une question que la gauche a toujours portée. Et la question qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui fait que quand on dit ça, un certain nombre de gens à gauche le comprennent de travers et disent voilà une dérive d'extrême droite. Mais excusez-moi de vous le dire, c'est complètement dingue. Au-delà de la question de la dérive de l'extrême droite, la question de la viande, vous l'avez dit et vous le dites dans la campagne et beaucoup à gauche le disent, mais est-ce qu'il n'y a pas une forme de maladresse à dire qu'aujourd'hui il faudrait promouvoir la viande alors que on nous explique qu'il faudrait diminuer la consommation de viande dans le monde dans lequel on est? Que dit Fabien Roussel dans son interview sur la viande? Qu'est-ce qu'il dit précisément? Il faut manger moins de viande et de meilleure qualité. Donc qu'est-ce qui fait que lorsqu'il dit ça, certains déforment ses propos, puisque une fois de plus, chacun peut regarder la vidéo, je l'ai postée le jour même parce que j'ai vu un certain nombre de gens s'emparer de ses propos. Il dit qu'il faut consommer moins de viande et de meilleure qualité. Honnêtement, faire une polémique de propos pareils, c'est dingue. C'est complètement dingue. Et donc, je pense que tout ça est très révélateur du fait qu'un certain nombre de gens flottent à milieu de la réalité. Et j'assume avec Fabien Roussel de mener une campagne qui est les deux pieds dans la réalité. Et la réalité, c'est que dans notre pays, 7 millions de gens, dans la 6e puissance économique du monde, n'arrivent pas à se nourrir correctement. La vérité, c'est qu'on a des tas d'étudiants qui aujourd'hui remplissent les files alimentaires du secours populaire. La vérité, c'est que 27% des Français aujourd'hui
restreignent leur quantité de nourriture. Et c'est vrai que nous sommes un grand pays de la gastronomie et que c'est indigne que dans un pays qui s'honore d'être un grand pays de la gastronomie, des gens crèvent la dalle. C'est tout ce que dit Fabien Roussel et je crois que tout le monde devrait simplement essayer d'entendre ce qu'il dit, pas ce qu'il voudrait entendre, mais d'entendre ce qu'il dit lui-même et de s'en tenir à ce qu'il dit sans lui prêter des intentions qui ne sont pas les siennes. Je le disais, un certain nombre de ses propos récents ont pu susciter une interrogation ou parfois, oui, certaines personnes de gauche ont pu être déroutées par certaines positions ou prise de parole publique de Fabien Roussel. Est-ce qu'il y a un changement de cap idéologique au Parti communiste français? Il n'y a aucun changement de cap, je vous le redis. Ces questions-là, elles ont toujours été au cœur du combat de la gauche, pas seulement du Parti communiste d'ailleurs, du combat de la gauche. Mais au-delà de ça, moi je pense qu'il y a une vraie question de fond qu'il faut se poser, et notamment à gauche. Je conteste l'idée selon laquelle le changement climatique, les défis que ça pose, doit conduire les classes populaires à changer de mode de vie. Ce n'est pas aux classes populaires et au monde du travail qu'on doit expliquer qu'ils doivent changer de mode de vie. Ce n'est pas à eux de changer de mode de vie, parce que ce n'est pas eux qui polluent le plus. On vit quand même dans un monde de dingue où ce sont les plus riches et les grosses boîtes qui polluent, et où on demande aux classes populaires et au monde du travail de changer de mode de vie. Un jour, on leur dit qu'elles utilisent trop la voiture. Le lendemain, on leur dit qu'il faut manger moins de viande. Le surlendemain, on leur explique qu'il ne faut pas vivre en pavillon parce que ça provoque de l'étalement urbain. Et bien, ce mode de vie-là, des classes populaires, elles ont le droit d'y avoir accès. Et je trouve que ce discours qui consiste à les culpabiliser en permanence est un discours insupportable. Et donc, ça, je l'assume, et y compris, ça peut susciter des débats avec des responsables d'Europe Écologie Les Verts. Et je suis très heureux qu'avec Fabien Roussel, on mette les pieds dans le plat et on pose cette question-là sur la table, et ça ne doit pas susciter de hurlements. C'est-à-dire qu'on doit être capable, à gauche, de débattre sans hurler et sans s'insulter. Moi, je n'insulte personne, et Fabien Roussel n'insulte personne. Simplement, soyons capables de débattre. Et puis, c'est pas parce qu'on n'est pas d'extrême gauche qu'on est d'extrême droite. Le paysage politique, c'est pas l'extrême gauche et l'extrême droite. Moi, je n'ai jamais été d'extrême gauche. Je le dis d'autant plus que je viens d'une famille qui était d'extrême gauche. Moi, je ne suis pas d'extrême gauche. Ben, je ne suis pas d'extrême droite non plus. Je suis de gauche, comme beaucoup de gens. Et donc, ça, je trouve qu'il faut le poser. Et je pense que le mérite peut-être des quelques débats houleux qu'on a eu, c'est de poser ces questions-là. Mais je reviens sur ma dernière question, on va passer à autre chose après. Mais quand je dis qu'un certain nombre de sympathisants de gauche ont pu être déroutés par des prises de position, je pense notamment à la position de Fabien Roussel quand il explique que les clandestins doivent être reconduits à la frontière. Il est revenu. Non mais par exemple, je poursuis quand Fabien Roussel participe. Non mais je finis. Quand il parle, non, je refuse ça. Mais je vais vous dire pourquoi. Non, je vais te dire pourquoi. Finir la question. Je vais te dire pourquoi, parce que ça fait 3 fois que je viens ici. 3 fois, vous me reposez la question de cette citation. 3 fois, je vous dis que dans la demi-heure, Fabien Roussel est revenu sur ses propos et vous revenez dessus. Donc pourquoi quand d'autres... Je voulais ajouter un certain nombre d'autres propos de ces propos. Pourquoi quand d'autres responsables politiques reviennent sur leurs propos, on efface l'ardoise, et quand c'est Fabien Roussel, vous revenez systématiquement dessus alors qu'il a dit que ça n'était pas le fond de sa pensée. Pourquoi? J'y reviens parce que visiblement ça suscite des inquiétudes et en tout cas des questionnements à gauche, y compris quand il a un propos qui part un propos de nature à être c'est vous qui les nourrissez. Donc la question que je vous pose, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que quand Fabien Roussel dit ça, et effectivement, il revient dessus dans la demi-heure, vous avez la vidéo disponible. Pourquoi est-ce que jamais vous ne le dites? Et pourquoi est-ce qu'à chaque fois que je viens ici, et à chaque fois qu'un porte-parole du Parti communiste revient ici, vous revenez sur ces propos-là? Okay. Et pourquoi est-ce que quand vous avez un responsable politique de la France insoumise, vous ne faites pas le même coup avec les propos de Jean-Luc Mélenchon sur lesquels il est revenu? Là, on efface l'ardoise. Mais quand c'est Fabien Roussel... Je crois pas que sur la question migratoire, on ait effacé l'ardoise avec Jean-Luc Mélenchon en l'occurrence. En l'occurrence, Fabien Roussel est revenu sur ses propos. Très bien. Dans la demi-heure, on l'a entendu, Yann. On l'a entendu. Combien de responsables politiques reviennent sur leurs propos dans la demi-heure pour réaffirmer la position sur le sujet? Et puis par ailleurs, c'est pas à moi, au vu de mes responsabilités à la mairie sur la question des réfugiés, que vous allez faire un procès sur cette question-là. Parce que ça n'est pas crédible. Tu n'es pas le candidat et du coup je te pose la question parce qu'il y a ce que je viens d'évoquer sur la question effectivement sur laquelle il a pu revenir, mais il y a eu quand même d'autres événements. Il n'a pas pu revenir sur laquelle il est revenu dans Très bien, il est revenu et tu l'as dit. Fabien Roussel, il manifeste avec les syndicats de policiers, il conteste l'usage du mot islamophobie, il s'affiche avec les sympathisants du printemps républicain. On comprend que ça peut dérouter et c'est ça que je te pose comme question. Quand je te demande s'il y a un changement de cap idéologique, c'est la question que je te pose, c'est que les sympathisants de gauche se disent il s'est passé quelque chose, il y a eu un tournant dans la campagne de Fabien Roussel. C'est une partie de la gauche qui est devenue dingue.
Et vous ne vous posez pas la question non. de possiblement il y a… C'est une partie de la gauche qui a déraillé. C'est-à-dire qu'on ne soit pas capable, quand on est de gauche, de rendre hommage à Charlie, que lorsque, place du Colonel Fabien, on organise un hommage à Charlie avec les amis de Charlie, avec ceux qui ont créé ce journal, avec, d'ailleurs, les invités ont été choisis par la famille de Charles, que ça puisse susciter polémique, mais c'est à vous de vous poser des questions, pas à nous, c'est tout naturel. Et par ailleurs, quand on défend la liberté d'expression, on le fait par définition avec des gens qui, en partie, ne sont pas d'accord avec nous. C'est le principe même de la liberté d'expression. Et vous savez, quand nous avons organisé un débat à la Fête de l'Humanité avec Valérie Pécresse, certains nous ont dit « mais vous vous rendez pas compte, vous n'allez pas inviter Valérie Pécresse à la Fête de l'Humain ». Mais rendez-vous compte du niveau de sectarisme dans lequel nous sommes arrivés. Évidemment que quand on débat, c'est intéressant, si on débat avec des gens avec lesquels on n'est pas d'accord. Et on ne s'insulte pas, on ne se disqualifie pas. C'est-à-dire qu'on doit être capable de débattre sereinement, tranquillement, avec des gens avec lesquels on n'est pas d'accord. C'est le débat politique. Pour qu'il y ait de la politique, il faut qu'il y ait du débat. Je crois que c'est Aristote qui expliquait ça. Quelques souvenirs de cours de philo. S'il n'y a pas de débat, il n'y a pas de politique. Donc oui au débat, le débat tranquille, le débat serein, dans lequel on peut partager des idées, dans lequel on peut s'affronter, mais en cessant de se disqualifier les uns les autres. C'est pas possible de continuer comme ça. Sinon, on ne pourra pas continuer d'ailleurs à travailler ensemble. À partir du moment où il y a une lisibilité et une clarté dans la… Je crois que la ligne est très claire. Très bien, et tu nous l'expliques. Et effectivement, je voulais revenir aussi sur l'interview que tu as donnée à Libération, une interview croisée avec Sandrine Rousseau, où tu sembles introduire, et tu vas me dire si j'ai mal lu, mais une hiérarchie dans les combats en mettant le social au premier plan, peut-être d'ailleurs au détriment d'autres combats. Au fond, est-ce que vous reprenez les analyses de Christophe Duilly sur la classe ouvrière blanche délaissée? Non, je dis dans l'interview, je n'aime pas le terme de hiérarchie des luttes. Comment est-ce que, alors que je dis ça, vous en venez à dire l'inverse? C'est à vous de vous poser des questions. C'est-à-dire que si systématiquement… En fait, vous n'avez aucun reproche à vous faire et vous faites une très bonne campagne, il n'y a aucun problème. D'abord, oui, il n'y a aucun problème parce que les gens se posent des questions sur le fonctionnement de cette campagne. C'est pas les gens. C'est une petite caste qui cherche en permanence à remplir une baignoire avec une bulle de savon. Moi, je vous le dis cash, tranquillement, je le pense profondément. Après, oui, je pense qu'un certain nombre de gens à gauche ont abandonné le combat social. C'est surtout ça. C'est eux qui font une hiérarchie des luttes. C'est eux qui considèrent que plein d'autres sujets sont plus importants que la question des inégalités sociales. Bien sûr, d'ailleurs, regardez, la réaction de Sandrine Rousseau à ce que dit Fabien Roussel sur la question de l'alimentation. Elle répond, quand il dit il faut que la gastronomie française soit à portée de tout le monde, c'est elle qui répond en prenant le terrain identitaire et en disant non, c'est le couscous qui est le plat préféré des Français. D'abord, c'est pas vrai. Elle n'est pas la seule. D'ailleurs, c'est pas vrai, c'est la raclette. D'ailleurs, tout à fait, c'est pas la seule, c'est vrai. Mais c'est eux qui mettent la question identitaire derrière. C'est eux qui, en permanence, nous remettent la question identitaire. Et je pense effectivement qu'ils ont tort. Je pense qu'ils ont tort. Et je pense que si la gauche est sur ce terrain-là, la gauche perd. Et que le cœur du combat de la gauche, c'est la question de la lutte contre toute forme de domination. Et la domination économique est incontestablement une domination importante qu'il faut combattre. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on voit le combat. Et ça ne suppose aucune hiérarchie des luttes. Il y a d'autres combats qui sont très louables et que nous menons également. Il a contesté l'usage du terme islamophobie, Fabien Roussel. Est-ce que dans ce sens, vous rejoignez l'analyse d'Anne Hidalgo qui serait de dire qu'elle appartient et que vous appartenez à cette gauche républicaine, sous-entendu qu'il y aurait une gauche non républicaine? Quel est le sujet? Le sujet, c'est est-ce qu'on a le droit de critiquer l'islam et est-ce qu'on établit une distinction entre la critique de l'islam et la haine des musulmans? Et de ce point de vue, si on peut le dire en un peu plus qu'un mot, ce qui est très clair pour nous, c'est oui, on a le droit de critiquer l'islam au même titre qu'on a le droit de critiquer n'importe quelle religion, y compris la religion catholique. En revanche, on n'a pas le droit de stigmatiser, de montrer du doigt ou de susciter la haine des musulmans. De ce point de vue, c'est clair. Alors, certains parlent de musulmanophobie pour désigner cette haine des musulmans. En tout cas, ce qui est clair de notre côté, c'est oui à la critique de toutes les religions, non à la haine d'une partie de la population parce qu'elle pratique telle ou telle religion. C'est un peu plus long que de l'exprimer par un mot, mais ça me paraît assez clair. Il y a une gauche républicaine et une gauche non républicaine. Non, moi je ne me permettrai pas de dire ça. En tout cas, nous ne cherchons pas à établir des lignes de démarcation à gauche. Nous traçons notre sillon, chacun après se détermine en fonction de ça.
On a compris que dans cette campagne, la stratégie de Fabien Roussel est de mobiliser l'électorat populaire, d'aller chercher les abstentionnistes. Comment les convaincre? Comment convaincre cet électorat alors que le paysage politique est justement précisément très éclaté et que la seule alternative à ce stade qui se dégage, c'est l'extrême droite ou Valérie Pécresse? D'abord, c'est un chemin long, un chemin difficile. Alors certains disent que ce qui aujourd'hui démobilise l'électorat de gauche, c'est la dispersion. Non, moi je pense que ce qui démobilise l'électorat de gauche, ce qui le pousse parfois à s'abstenir, c'est que la gauche parle un langage qui est très éloigné de la réalité vécue par la majorité des gens. Je pense que c'est ça le problème. Je pense que le problème auquel nous sommes confrontés, celui qui nourrit l'abstention, est plus grave que ce que beaucoup disent. Je pense que c'est un divorce non pas entre les différentes forces de gauche qui les pousseraient à se disperser, mais un divorce avec les gens. Et donc je pense qu'on a un long travail de reconstruction à mener. La jeunesse fait partie de cet électorat abstentionniste, c'est l'un de vos axes forts dans la campagne. Pourtant, s'ils votent à peu près pour un tiers pour Macron, un tiers pour Le Pen, un tiers pour Mélenchon. Qu'avez-vous à proposer à la jeunesse? Quel avenir, quelle perspective vous voulez offrir à la jeunesse? Je dirais que la question pour nous, fondamentale, au-delà de la jeunesse d'ailleurs, mais c'est la question du travail. C'est comment est-ce qu'on permet aux jeunes, à ceux qui sont aujourd'hui au chômage, à ceux qui ne voient pas de perspective, d'avoir accès à un travail. Mais vous savez, c'est aussi une question fondamentale qui traverse les débats qu'on a à gauche. Moi, je ne crois pas à une société du chômage et des minima sociaux. Nous prenons une société du travail, du salaire. Nous ne sommes pas favorables au revenu universel. Nous sommes favorables au travail universel, c'est-à-dire à la possibilité donnée à chacun d'avoir accès à un travail. Pas n'importe quel travail, un travail bien rémunéré, un travail avec de bonnes conditions, un travail qui a du sens, mais un travail. Et ça aussi, ça fait partie des sujets de divergence à gauche. Et je pense que c'est un débat qu'il faut qu'on ait. Je le disais, l'extrême droite est sans doute la principale menace dans cette élection. Vous imaginez sa victoire au Parti communiste français? Bon, d'abord, nous avons toujours été très clairs là-dessus. Nous avons toujours pris nos responsabilités face à l'extrême droite, y compris en 2017, quand, malheureusement, parce que c'était le seul bulletin que nous avions à notre disposition, il a fallu voter Emmanuel Macron. Je voudrais que nous ne soyons pas confrontés à nouveau à un tel choix, d'où la nécessité de reconstruire une gauche populaire dans notre pays. Mais j'ai bien conscience que c'est un chemin difficile et un chemin âpre. Pourquoi ne pas avoir accepté l'idée d'une primaire, la primaire populaire à gauche? On dit souvent que le débat public est focalisé sur les questions d'identité, d'immigration ou de sécurité. Est-ce que ça n'était pas une occasion pour vous de faire émerger vos thématiques et peut-être aussi à Fabien Roussel d'assumer, de mieux faire connaître son projet face aux autres candidats? Parce que la primaire, elle règle un problème de casting. Elle ne règle pas un problème de scénario. Or, moi, ma conviction, c'est ce que j'essaye d'expliquer depuis le début de cette interview, c'est que le problème de la gauche, c'est pas le problème du casting, c'est le problème du scénario. C'est que il y a un problème de contenu aussi. On voit bien que dans le cadre des primaires, on l'a vu chez les écologistes, il y a un contenu. Il y a certes un casting, mais il y a aussi des contenus qui sont différents. Vous voyez, imaginez que on ait une primaire et puis qu'à l'issue de la primaire, Yannick Jadot sorte vainqueur de la primaire. Il dit beaucoup de choses avec lesquelles nous ne sommes pas d'accord. Sur le nucléaire, nous pensons exactement l'inverse de ce qu'il dit. Et comme moi, je ne suis pas insultant, je respecte ce qu'il dit. Simplement, il ne dit pas la même chose que nous. Et donc, ce serait assez malhonnête de se lancer dans un processus de primaire et au final, de soutenir un candidat à la primaire qui dit exactement l'inverse de ce que nous pouvons raconter sur un sujet aussi important. On voit que Mais ça veut dire que par ces désaccords, vous seriez dans l'incapacité de gouverner s'il devait y avoir une majorité de gauche demain aux responsabilités avec... bien sûr qu'on serait capable, enfin je l'espère en tout cas, mais on ne peut pas passer à côté du rapport de force du premier tour. Et par ailleurs, il est arrivé par le passé à la gauche d'avoir plusieurs candidats à l'élection présidentielle et de gagner. Le problème de la gauche, c'est pas d'avoir 5 ou 6 candidats à 25%. Le problème, c'est pas les 5 candidats ou les 6 candidats, c'est les 25%. C'est-à-dire l'incapacité de la gauche à avoir un socle électoral plus important, tout candidat confondu. C'est ça, à mon sens, qui doit nous interroger. Et d'ailleurs, les sondages le prouvent. S'il y avait un candidat unique de la gauche, il ne franchirait pas le cap du second tour. Donc, à mon sens, ce n'est pas le cœur du problème. Quels sont plutôt d'ailleurs, d'après toi, les principaux désaccords qui justifient qu'il y ait aujourd'hui bientôt 8 candidats à gauche? Bon, d'abord, on dit qu'il y a 8 candidats à gauche. On verra bien combien il y a de candidats. Pour l'instant, il y a des gens qui ont l'intention d'être candidats. Mais, ce qui n'est pas le cas de Fabien Roussel. Il sera candidat jusqu'au bout. Oui, Fabien Roussel sera candidat jusqu'au bout. Et par ailleurs, nous n'avons aucune difficulté
ni pour les parrainages, ni pour le financement. Donc Fabien Roussel sera candidat. Et en tout cas, une certitude, c'est celle-là. Après... il y a des accords, tu l'as dit, il y a le nucléaire. Après, non, mais après, il revient aux électeurs de se déterminer. Il y a le nucléaire, il y a la question, une fois de plus, de la place du travail, qui à mon sens, est un sujet qui n'est pas suffisamment présent dans le débat. Il y a la question de l'Europe, qui est un vieux sujet qui traverse la gauche. Oui, il y a des sujets de divergence. Après, c'est aux électeurs de percevoir ces différences. À ce jour, pas un seul candidat déclaré n'est en capacité de passer le premier tour et arriver au second. Pire, aucun candidat ne parvient en moyenne de tous les sondages à passer la barre des 10%. On a quand même le sentiment qu'en ne changeant rien de votre stratégie, de la stratégie générale, ça vaut pour vous, mais évidemment ça vaut aussi pour les autres, que vous vous résignez à l'idée et à laisser l'avenir des plus précaires, des plus pauvres, des migrants, des femmes, de l'écologie entre les mains de Macron, 50 plus, ou de Pécresse, voire pire, Le Pen ou Zemmour. Vous allez porter une lourde responsabilité, non? Mais la vraie question à se poser... Je dis vous, hein, c'est pas vous les communistes, hein, c'est la gauche j'ai compris, je ne peux pas tout endosser sur mes frêles épaules, mais comment dire? Est-ce qu'un candidat unique réglerait ce problème? Moi, je ne le pense pas. Voilà, si ce n'est pas la bonne stratégie, est-ce que la stratégie qui est celle du statu quo, c'est la bonne aussi? J'entends cette question. En réalité, c'est sans doute la question la plus importante à laquelle on est confronté. Moi, je pense qu'on ne peut pas passer à côté d'une réalité, c'est que la gauche s'est considérablement affaiblie ces dernières années, pour plein de raisons. D'abord parce que, pour une part, elle a trahi. Quand François Hollande devient président de la République, la gauche au premier tour, elle a fait 40, à l'issue de son quinquennat, elle fait 26, et aujourd'hui, elle est encore restée à peu près au même niveau. Moi, je suis convaincu que c'est ça le cœur du problème, c'est le divorce avec les catégories populaires. Et la gauche ne peut pas gagner sans les ouvriers, sans les employés, sans le monde du travail, pour le dire largement. Je pense que c'est ça le cœur du problème. Est-ce que ça se règle en quelques mois? Est-ce que le travail que nous n'avons pas fait depuis des années, nous pouvons le régler en quelques mois? Je ne le sais pas. Et ce serait bien prétentieux de ma part de vous dire qu'en 3 mois, on peut régler des problèmes qu'on n'a pas été capable de régler pendant 5 ans. Mais en revanche, identifier un problème, ça peut quand même aider à essayer de le résoudre. Et donc, je pense que c'est le cœur du problème. Voilà, c'est ma conviction. Je ne pense pas que la gauche puisse gagner sans le monde du travail. Et je pense que d'autres vivent encore avec en tête les théories de la fondation Terra Nova, c'est-à-dire l'idée que la gauche, c'est les classes moyennes intellectuelles de centre-ville et les minorités. Ça n'est pas ma conviction. Mais si on ne se raconte pas l'histoire, on est d'accord pour dire que la gauche a acté sa défaite? Je dirais pas ça comme ça, sinon on ne serait pas candidat, sinon on ferait autre chose, sinon on ferait du tricot ou plein d'autres activités passionnantes. Mais non, enfin en tout cas moi je me bats pour que les choses ressemblent pas à ça. Vous souhaitez des candidats d'union de toute la gauche et des écologistes aux législatives, ou vous allez présenter des candidats communistes à l'ensemble sur l'ensemble des circonscriptions? Moi je souhaite qu'on puisse travailler au rassemblement aux élections législatives avec une réalité, c'est que c'est pas le même mode de scrutin. Que l'élection présidentielle et les élections législatives, c'est pas le même mode de scrutin. L'élection présidentielle, c'est une candidate ou un candidat. Les élections législatives, c'est 577 candidats dans l'ensemble des circonscriptions. Et donc, il est plus facile de construire une diversité aux élections législatives qu'à la présidentielle. Plusieurs candidats, dont Zemmour, Le Pen ou Mélenchon, prétendent avoir des difficultés à recueillir les parrainages suffisants, ce qui n'est pas le cas de Fabien Roussel pour se présenter à l'élection présidentielle. Mélenchon demande une réforme express à minima pour rendre le parrainage anonyme. Qu'est-ce que vous dites, vous, Parti communiste français? La règle, c'est la règle, elle est la même pour tout le monde, ou la règle est mal faite, il faut la changer? Bon, d'abord, c'est compliqué de changer les règles à quelques mois d'un scrutin. Deuxièmement, nous avions voté la réforme de 2016, celle qui fait que les parrains des différents candidats doivent se déclarer. Moi, je suis favorable à la transparence. Je ne suis pas favorable à l'opacité. Et donc, la transparence, c'est que quand on est maire ou quand on est conseiller départemental ou conseiller régional, on assume ses responsabilités. Et donc, on dit qui on a parrainé. Enfin, il est quand même normal qu'un habitant sache qui son maire a parrainé, non? Enfin, moi, il me semble que c'est quand même la moindre des choses. Donc, je ne suis pas favorable à un changement du système de parrainage. Ça vous indiffère si Jean-Luc Mélenchon n'est pas candidat à l'élection présidentielle? Non, mais je pense qu'il les aura. J'ai la conviction qu'il les aura. Les communistes, les élus communistes pourraient aider Jean-Luc Mélenchon à avoir ses parrainages? Les élus communistes, ils parrainent le candidat communiste. C'est normal. Enfin, on est là aussi... c'est quand même extraordinaire. Que les élus communistes parrainent le candidat communiste, c'est normal. On ne va pas culpabiliser
À partir du moment où il a ses 500 à partir du moment où il a ses 500 parrainages, il y a bien plus de 500 élus aujourd'hui communistes qui peuvent donner leur signature à d'autres candidats. C'est extraordinaire ça. Que les élus communistes parrainent le candidat que les communistes se sont choisis par un vote démocratique, c'est normal. Et donc, personne ne doit y voir un quelconque problème. Mais ma conviction, je vous le redis, c'est qu'évidemment que Jean-Luc Mélenchon aura ses parrainages. Et c'est évidemment souhaitable. J'ai une dernière question, Yann. L'étape d'après la séquence présidentielle et législative, c'est quoi? Comment reconstruire? Pardon, c'est quoi l'agenda, la stratégie du PCF pour l'après? C'est être capable de rebâtir une gauche populaire. Une gauche qui parle au monde du travail. Ce qui est la principale difficulté, à mon sens, à laquelle la gauche est confrontée aujourd'hui. Le monde du travail dans sa diversité, tel qu'il est aujourd'hui, qui est évidemment pas le même que dans les années 70 ou 80, mais pour moi, c'est le cœur du problème. C'est ce divorce-là qui est le principal défi auquel on est confronté. Et sinon, on a une gauche stratosphérique qui s'enferme dans des polémiques ridicules et très éloignées des problèmes des gens. Et la place du communisme dans la gauche, c'est quoi le communisme d'aujourd'hui? À quoi il doit ressembler? Quel est l'apport du communisme dans la gauche aujourd'hui? Bon, d'abord, l'apport du communisme fait que nous vivons dans une société un peu civilisée quand même. C'est ce qui fait qu'on a encore la sécurité sociale, qu'on a encore le statut de la fonction publique, et encore quelques beaux restes qui font que nous ne sommes pas les États-Unis, par exemple. La question, c'est comment on est capable aujourd'hui de construire une perspective communiste pour le XXIe siècle. Mais c'est l'un des travaux qu'on a à mener, bien sûr. Merci beaucoup, Yann. Merci à vous.